Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je suis ravi d'intervenir avec vous aujourd'hui. J'ai simplement fait le constat au tout début, après un passage où parmi les élèves, peu d'élèves en fait se revendiquaient féministes, par exemple, j'étais satisfait de voir que certaines recommençaient à ne pas commencer par le je ne suis pas féministe, mais voilà, et que ça devenait quelque chose qu'elles pouvaient assumer. Malheureusement, des personnes de bonne volonté en fait étaient imprégnées d'une idéologie qu'elles ne maîtrisaient pas. Et cette imprégnation, je vais simplement défiler des petits exemples sans rentrer dans le détail. En fait, voilà ce que les jeunes peuvent trouver sur Internet, dans ces fameux réseaux sociaux dont nous parlait Jean Glavany, et qui finit par marquer leurs pensées. Les femmes blanches sont complices du système patriarcal, il est temps que cela cesse. On retrouve le planning familial avec, bien entendu, actuellement des vraies tensions pour savoir si le terme de laïcité va être conservé. Je passe très rapidement, c'est juste une simple illustration. Rokhaya Diallo qui parle du féminisme universaliste comme excluant, ce qui est effectivement très surprenant quand on connaît cette pensée-là. Et enfin, jusqu'à des universitaires qui, dans un discours, justement, finalement, tissent un lien, un parallèle qui n'est pas explicitement donné, mais dans lequel on va trouver une accusation de proximité entre des associations qui sont universalistes et l'extrême droite, dans lequel la présentation consiste à dire voilà ce que dit l'extrême droite, tous les racismes se valent, et bien finalement c'est exactement la même chose qu'on peut retrouver dans l'optique universaliste. Le racisme, tout cela c'est la même chose. Bien sûr ce sont des raccourcis plus que grossiers, même honteux, mais néanmoins dans l'esprit des jeunes est en train de rentrer peu à peu l'idée que l'universalisme est une pensée blanche, que l'universalisme est une pensée raciste. Alors ce qui m'a intéressé c'est d'essayer de réfléchir en fait, donc d'après c'est de réfléchir comment se fait-il que ce soit aussi efficace, parce que ces idées paraissent assez grossières et pourtant elles marchent très très bien. Parce que derrière tout ça, il y a un système constitué de 3 blocs. En fait, c'est une tenue à 3 pièces qui va être de laquelle je voudrais m'entretenir avec vous. Le premier élément, donc c'est lié la petite intervention que je fais avec vous aujourd'hui, suit un texte qui a été publié dans l'Aurore. Le premier lien, en fait, c'est de parler de la distinction alliés-concernés. Alors cette distinction alliés-concernés, elle repose sur une base qui était la base communautariste, avec quand même une spécificité importante. Le communautarisme consistait finalement à ce que des groupes, des blocs soient identifiés comme propriétaires des thématiques, mais à la limite excluant les autres. Ce qui est très fort dans la distinction alliés-concernés, c'est qu'est rajoutée une partie, c'est-à-dire que une partie seulement a voix au chapitre, mais toute une autre partie est là pour soutenir. Par contre, elle doit se taire et laisser la parole à ce qui est appelé les concernés. Donc jusque-là, nous avions déjà cette idée des concernés. Maintenant, il y a cette idée des alliés qui doivent à la fois se taire pour ne pas être racistes, mais par contre soutenir. La structure, c'est une structure en fait qui est quasiment en miroir. C'est-à-dire lorsqu'on a le patriarcat, eh bien, on a cette idée qu'en face, le féminisme doit forcément laisser la parole qu'aux personnes victimes directement du système patriarcal. Et une personne qui défendrait une position universaliste, défendant l'idée que tout le monde devrait avoir le droit à la parole par rapport à la qualité de ses idées, est automatiquement accusée, finalement, si tu n'es pas féministe intersectionnel comme nous, c'est forcément que tu dois défendre un ordre patriarcal. De la même façon, pour le racisme, on a exactement ce même fonctionnement. Si tu refuses l'idée de laisser la légitimité de la parole à un petit bloc, eh bien automatiquement, c'est que quelque part tu dois soutenir le racisme, etc. Ce modèle ne tient pas, parce qu'on retrouve bien entendu des personnes dites concernées, parce que ce mot est problématique, qui peuvent aller totalement à l'encontre en fait, de l'intérêt du groupe auquel elles sont censées appartenir, comme par exemple Sheryl Rios, qui est une chef d'entreprise texane, qui soutenait Trump contre Hillary Clinton avec des arguments d'un sexisme complet. Donc voilà, il y a cette idée. Alors j'ai du mal à lire, je suis désolé de là et je ne l'ai pas de tête, mais cette idée c'était que la femme avec ses hormones, ne devrait pas être en capacité de pouvoir commencer une guerre, c'est-à-dire que on a quand même des arguments qui semblent venus d'un autre temps et auxquels Condorcet répondait déjà avant. On retrouve aussi cette idée donc que les victimes sont à même de pouvoir penser les solutions, et seules elles peuvent penser les solutions aux discriminations qu'elles vivent, mais ça semble oublier le fait que lorsqu'on a été victime de grandes violences, on peut aussi tomber dans une généralisation abusive. Un peu comme cette photo en fait, du camp anti-Balaka, des personnes qui en Centrafrique ont été victimes de milices intégristes musulmanes, mais qui en représailles vont aller attaquer les musulmans, y compris ceux qui ne sont peut-être totalement non violents, etc., etc. Et enfin, on voit aussi les limites de cette pensée.
puisque certains grands penseurs, effectivement, peuvent être assimilés, comme Karl Marx, directement à des personnes qui étaient censées être dans la classe des alliés et pas dans la classe des concernés. Alors, cette vision, cette distinction alliés-concernés fonctionne uniquement par le mélange de deux thématiques radicalement différentes, qui est d'un côté le témoignage, qui est le témoignage des victimes, et bien entendu, il y a des personnes qui sont victimes de discrimination, elles sont à même de pouvoir donner un témoignage que d'autres ne peuvent pas, mais ce qui est radicalement séparé dans l'optique universaliste, c'est que l'accès, en fait, la voix au chapitre, est lié uniquement à la qualité et au contenu de ce qui est dit. On ne va pas essayer de regarder le sexe, l'épiderme, etc., la couleur de l'épiderme, si bien que l'optique universaliste est une optique qui, contrairement à ce que veulent faire croire les intersectionnels, ne milite pas en miroir de ce qu'elle dit, c'est-à-dire si on exclut les hommes pour parler du féminisme, eh bien les universalistes veulent que ce soit les hommes qui aient la parole. Si on exclut les personnes de couleur jugées blanches, eh bien finalement l'universaliste se bat pour que les personnes blanches aient voix au chapitre. Tout au contraire, l'universalisme remarque que les femmes ont été trop souvent écartés de la parole, et alors que leurs travaux sont de la même qualité. L'idée universaliste, c'est donc de ne viser que la qualité de ce qui est dit. On arrive déjà dans un premier, en fait, ça c'est le premier bloc, un petit peu le premier avis, dans lequel, contrairement à la vision universaliste, on a déjà un début où on restreint l'accès à la parole et la légitimité au discours, duquel on va exclure toute une personne simplement par rapport à des caractéristiques déterminées. Le deuxième gros bloc, en fait, ça va être l'intersectionnalité, mais une vision bien particulière de l'intersectionnalité, parce que l'intersectionnalité en soi est une idée qui pourrait être intéressante. Effectivement, il peut y avoir un phénomène social qui fait que lorsqu'on est à l'entrecroisement de plusieurs discriminations, on subit quelque chose de très particulier. Et ça, Kimberlé Crenshaw, effectivement, a proposé cette étude, c'est un phénomène intéressant à voir. La vraie difficulté fait qu'on passe de cette idée qu'une femme, par exemple, qui serait de couleur, avec une petite voiture, et bien qui se fait klaxonner injustement, ne sait pas pourquoi elle se fait klaxonner. Est-ce que c'est parce que la personne est raciste? Est-ce que c'est parce qu'il est sexiste? Est-ce que c'est par rapport au statut social que sa voiture semble indiquer? Et effectivement, non seulement on ne peut pas toujours, pour ces personnes qui sont à l'entrecroisement de ces discriminations, savoir d'où vient en fait le regard négatif porté sur soi, mais également cette addition des discriminations peut créer une dynamique particulière. L'intersectionnalité en ce sens-là est tout à fait quelque chose de recevable. Le vrai problème, c'est qu'il y a un passage entre l'intersectionnalité en fait des personnes qui peuvent subir différentes discriminations, arriver à l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire à dire attention, maintenant les combats vont devoir se focaliser uniquement sur ce qu'ils ont en commun. Et ça, en fait, c'est deux choses radicalement différentes, mais les intersectionnels ne le présentent pas tel quel. Et c'est là où l'intersectionnalité devient problématique. Alors en fait, pour essayer d'expliquer un tout petit peu la différence, voilà, l'intersectionnalité des personnes, à mon avis, est intéressante. L'intersectionnalité des luttes pose beaucoup plus de questions. Le modèle, pour essayer de schématiser un petit peu ce qu'on a vu avant, c'est que le modèle universaliste dit que tout le monde doit se sentir concerné. En fait, il n'y a pas qu'un bloc de concernés. Tout le monde ne vit pas les discriminations, mais tout le monde doit se dire, après tout, que cette personne qui est victime d'injustice pourrait être elle-même, au nom justement de cette universalité du statut de la raison de l'être humain. Et au final, on va s'intéresser à chacune des luttes. Dans la vision, en fait, qui est concernée, alliée concernée, on a cette idée que chaque bloc doit s'intéresser aux discriminations et penser aux solutions des discriminations qui les concernent. Lorsque on voit par contre l'optique intersectionnelle, c'est encore plus travaillé. C'est-à-dire qu'on arrive dans cette idée que non seulement il faut laisser la parole à ceux qui, parmi les personnes, sont au centre de l'entrecroisement des discriminations, mais il faut en plus que ces personnes-là visent uniquement un combat de l'entrecroisement des luttes. Ce que je vais essayer d'expliquer rapidement, c'est-à-dire que l'intersection n'est pas l'addition des surfaces. C'est-à-dire qu'il y a une perte, effectivement, dans les combats. Et ça s'illustre de façon très claire lorsque, par exemple, une féministe décide de parler de quelque chose qui n'est pas à l'intersection, qui est uniquement un problème qui touche le féminisme, mais pas l'antiracisme. Elle sera suspectée de dire « Pourquoi as-tu essayé d'invisibiliser un problème qui était également peut-être attaché au racisme ?» C'est-à-dire qu'on va lui enjoindre de se taire. J'ai vu ça lors d'une intervention. Moi, je suis allé à Nantes dans une conférence que j'ai trouvée très intéressante au niveau du thème, mais très intéressante au niveau, par contre, de la surprise que j'ai eue à voir la façon dont les solutions étaient proposées.
deux universitaires expliquaient ni plus ni moins, en fait, par exemple, que dans le harcèlement de rue, il fallait absolument arrêter d'en parler pour se concentrer uniquement sur le harcèlement au travail, qui avait l'avantage pour elles de parler de l'entrecroisement et d'un côté du sexisme, mais pour elle, automatiquement, le harcèlement au travail ne pouvait être le fait que de l'homme blanc. Donc là, on avait d'un côté le sexisme, de l'autre côté le racisme, et le reste, il faut le taire, au lieu d'avoir l'idée que tous les combats sont à faire. Effectivement, ce harcèlement de rue, effectivement, le harcèlement au travail. Donc on focalise les luttes sur une petite partie. Lorsqu'une féministe s'intéresse à des problèmes qui ne la concernent pas, mais elle se sent solidaire aussi de certaines choses, on va lui dire au nom de quoi peux-tu parler de choses comme par exemple l'excision haute, puisque tu n'es pas une personne qui a été menacée, tu n'es pas une personne concernée par cette chose-là. Donc on lui demande de se taire, et au final, on arrive à cette idée que, au nom de certaines intersectionnelles, il y aurait une distinction finalement entre les concernées qui, elles, sont des féministes de couleur, entre de l'autre côté des féministes blanches qui seraient racistes, et puis celles qui sont de couleur blanche mais qui sont effectivement repentantes et qui passent leur temps à ne pouvoir d'un côté que soutenir celles qui sont dans l'intersection et dont le rôle premier est de dénoncer celles qui sont blanches pour bien montrer qu'elles ne tombent pas dans ce piège du racisme. Donc tout ça, c'est un système assez pervers dans lequel, par exemple, donc on va avoir la lutte qui va se concentrer, effectivement, les alliés vont soutenir les concernés vont viser l'intersection. On retrouve ça sur des sites dans lesquels des associations féministes disent voilà, nous nous excusons, nous sommes effectivement blanches. Ceci dit, attention, nous combattons le féminisme blanc et notre rêve ce serait d'organiser des happenings hijab, par exemple. Malheureusement, nous n'avons pas de concernés parmi nous. Nous essayons de recruter le concerné qui sera sélectionné. C'est pas dit comme ça, hein, mais on va vouloir, par exemple, une musulmane que si elle était voilée, parce qu'on cherche la personne qui est concernée pour répondre à certains combats politiques précis. Voilà, donc tout ça déteint finalement parmi certaines luttes féministes, et on voit en conséquence qu'il y a quand même des problèmes conceptuels. Les luttes parfois se contredisent, comme par exemple, dans un premier temps, dans la lutte contre le sexisme, on a toujours responsabilisé les femmes d'être peut-être à l'origine de leur agression. Et quelle était ta tenue, etc. Est-ce que tu ne l'as pas cherché ? On a fait le lien, voilà. Avec Charlie Hebdo, toujours ce renversement en fait de la culpabilité, mais finalement, avec l'intersectionnalité telle qu'on l'a présentée, le mécanisme devient vicieux parce qu'après coup également, on peut être accusé, lorsqu'on est une femme victime de violences sexistes, de ne pas avoir fait suffisamment attention, si l'agresseur était de couleur, à ce que sa plainte, finalement, renforce le camp raciste. Et bien entendu, il va y avoir des racistes qui veulent stigmatiser des populations en faisant croire que ces populations sont des populations dangereuses, etc. pour les femmes. Mais en contre-coup, faut-il arriver à cette idée qu'une femme doit porter plainte uniquement en fonction de la couleur en fait, de son agresseur. Et c'est ce que ces universitaires défendaient aussi en disant, reprenant les mots de Ouria Boutelja, c'est-à-dire on peut tout à fait comprendre qu'une femme de sa communauté ne porte pas plainte, sous-entendu en fait on l'encourage à ne pas porter plainte si l'agresseur pouvait être identifié comme étant d'une communauté dite racisée, c'est-à-dire victime, concernée victime de racisme. Donc finalement la question qui se pose c'est en toute rigueur intellectuelle, si on veut une intersectionnalité des luttes, on devrait appliquer la même chose dans le modèle inverse. Et se dire, ben dans ce cas-là, de la même façon, si une femme a des propos racistes, il ne faudrait pas condamner les femmes qui ont des propos racistes, mais que les hommes qui ont des propos racistes, sinon on va encourager le sexisme. Or, ça n'est pas le cas. D'un certain côté, heureusement, lorsqu'on a Anne-Sophie Leclerc, par exemple, qui, à l'époque candidate du Front National, fait un lien entre Christiane Taubira et un singe, c'est odieux. Et effectivement, aucune des personnes intersectionnelles, au nom de l'intersectionnalité des combats, ne soutient, et heureusement. La question, c'est dans ce cas-là, pourquoi on le fait lorsqu'il s'agit, finalement, à l'inverse, d'une femme qui est agressée par un homme de couleur. Or, on ne devrait pas tenir compte, bien entendu, de ces couleurs-là. Donc finalement, on se rend compte que l'intersectionnalité, déjà, n'est pas réciproque, elle est dans un sens unique, et on demande, comme toujours, aux femmes, finalement, de modérer, voire même d'abandonner certains combats en fonction de cette grille par rapport à d'autres luttes qui seraient prioritaires. On arrive donc maintenant dans ce deux blocs, et il n'en restera plus qu'un troisième, à ce que la parole soit encore un peu plus restreinte. Là, on en était là dans la distinction alliés concernés, mais on va arriver maintenant à encore un petit peu plus de choses. Les personnes qui ont la parole ne sont pas toutes les femmes, mais pour parler du féminisme, puisqu'il doit être intersectionnel, il faut des femmes qui sont en même temps concernées par les problèmes de racisme. Troisième, en fait, gros bloc, troisième élément du costume 3 pièces, c'est l'approche monosystémique du racisme.
C'est-à-dire que tout ça est fait au nom en fait de l'antiracisme, mais de quel antiracisme s'agit-il? Et on va voir que c'est un antiracisme très particulier qui donne l'impression d'être beaucoup plus élaboré que cette conception naïve qui consisterait à dire qu'un individu spontanément est seul responsable, ou en tout cas seul dans le mécanisme qui enclenche son racisme. Bien entendu, en vérité, il y a une structuration sociale qui est un phénomène de renvoi, d'amplification, de redirection des haines, et qui est à prendre en compte. Le racisme est bien entendu systémique, mais il est plurisystémique. Il existe dans nos sociétés en fait plein de systèmes dont certains interagissent, certains sont en opposition, certains se renforcent de façon clivante. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, si on voulait schématiser ça, effectivement, il y aurait beaucoup de systèmes qui ont des conséquences. Alors la mécanique est la même pour le racisme en général, mais qui ont des conséquences néanmoins sur différentes formes de racisme. Je mets dans ces différentes formes de racisme un racisme anti-blanc tout petit, en sachant que, attention, le piège, effectivement, c'est que l'extrême droite essaie de gonfler ce racisme anti-blanc de façon totalement artificielle pour laisser penser qu'à l'heure actuelle, la lutte antiraciste doit être une lutte antiraciste du racisme duquel les blancs seraient censés être victimes. Bien entendu, c'est une optique qui ne tient pas debout. Les rapports de population sont tels que les racismes sont bien plus violents sur d'autres types de groupes qui sont visés par les racistes, mais peut-on pour autant exclure le fait qu'il y ait des petits systèmes qui encouragent aussi des racismes qui n'ont pas la même force, la même fréquence, la même violence, mais qui sont dedans. Et c'est pour ça qu'on comprend. À ce moment-là, leur vision n'est pas une vision avec plusieurs systèmes. Leur vision, c'est qu'il y a un système. Et ce raccourci, en fait, qui n'a l'air de rien, a des conséquences très importantes sur la suite. Cette vision monosystémique, ou en tout cas qui est beaucoup trop schématique sur ce qu'est un système social, permet d'avoir l'idée que toutes les communautés opposées à un grand système, eh bien finalement, sont les premières qui sont visées. D'où aussi une compétition victimaire, d'où aussi une classification entre les racismes par rapport à ceux qui seraient les plus durs, les plus rebelles, et comme si on pouvait parler finalement d'une communauté en bloc, des Arabes, des musulmans ou des Noirs, etc., alors que bien entendu, le mécanisme est beaucoup plus complexe. Dans cette vision-là, effectivement, le racisme anti-blanc est simplement incompréhensible. Et automatiquement, dès qu'on aborde cette idée-là, elle est ramenée à une idée d'extrême droite. Parce que vu qu'il n'y a qu'un seul système, que ce système est dominé par les blancs, automatiquement, il ne peut pas y avoir finalement de racisme anti-blanc de la part d'un système blanc. D'où la difficulté aussi à penser le racisme de personnes qui, elles, peuvent être également jugées, parce que les limites sont bien compliquées à marquer, mais jugées non blanches, et comme un Dieudonné ou autre, pour lesquels il a fallu beaucoup de temps, pour certains, pour se rendre compte effectivement de la violence de leur racisme. Je vais très rapidement terminer ça. Cette vision-là, effectivement, amène à l'idée que ce grand racisme serait peut-être à l'œuvre et de façon très perverse derrière nos institutions, du fait que certains jeunes se retrouvent à avoir un regard très critique envers les droits de l'homme, envers la laïcité, et donc tout ce qui est universaliste et républicain est suspecté d'être un des outils du système. Et si on monte un tout petit peu de l'échelle dans le complotisme, on arrive, bien entendu, à ce qui a toujours fait le bonheur de l'extrême droite, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un grand système, et pour ces personnes, par exemple, qui encouragent à la quenelle, c'est un geste pour les jeunes qui étaient juste, anti-système, on retrouve les grands classiques. Alors, il y a juste une addition, et je vais terminer là-dessus, une addition intéressante finalement entre la conception intersectionnelle et la conception qui va être monosystémique. Cette idée, c'est qu'il ne s'agit plus d'un système blanc, mais il s'agit d'un système des mâles blancs qui vise l'opposé, donc les personnes qui sont à l'intersection. Ces personnes doivent être protégées dans des espaces non mixtes, finalement, de la violence que même les féministes ou les femmes blanches pourraient véhiculer dans ces espaces. Pour pouvoir être intégrés dans ces espaces, il y a un petit moyen, effectivement, c'est quand même d'avoir la tenue des racisés. Lorsque on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on voit que effectivement, Trump était du pain béni pour des personnes comme Linda Sarsour qui peuvent se prétendre être les seules représentantes de l'intersectionnalité face à un système où même les attentats terroristes sont suspectés d'être finalement la cause des services secrets américains. Et les concurrentes qui sont dans l'intersection, mais qui, elles, comme Ayaan Hirsi Ali, s'opposent à la vision politique de l'islam, sont accusées d'être des fausses intersectionnelles. On va donc au final, dans cette intersection, exclure beaucoup de personnes, et ces personnes seront traitées, on leur arrachera soit comme
Linda Sarsour disait on va leur arracher, j'aimerais bien lui arracher le vagin, c'est-à-dire on n'en fait plus des femmes, je suis la seule femme intersectionnelle, soit on leur arrache la couleur de peau en les traitant de bounty, d'arabes de service, de nègres de maison, etc., etc. Et ça de la part de personnes qui se prétendent antiracistes. C'est ce qui est quand même assez troublant. On en arrive donc à cette idée qu'il y a une monopolisation du discours qui n'a pas arrêté finalement de se restreindre jusqu'à arriver maintenant, lorsqu'on fait le lien entre l'optique monosystémique du racisme et l'intersectionnalité, à ce qu'on exclut dans la catégorie blanche et donc raciste des personnes de toutes les couleurs. Et quand on réfléchit, en fait, la cible qui est visée, c'est uniquement une cible universaliste. Et on accuse de défendre un système blanc simplement toutes les personnes qui ne sont pas dans une idéologie bien déterminée. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps est passé. Je vous remercie beaucoup.